sommes le jeudi 10 avril, soyez les bienvenus sur Radio JM pour un journal spécial économique comme chaque mois que nous vous offrons en partenariat avec l'UPE 13. Maurice Wolf, bonjour. Bonjour. Mais je crois que vous y prenez goût à ce journal. C'est vrai, et avec un grand plaisir, je reviens à chaque fois. Vous êtes vice-président de l'UPE 13 et votre président vous a laissé la place. Eh bien, on va en profiter puisque vous avez accepté de vous plier à cet exercice. Alors, plusieurs sujets ce matin, évidemment. On pourrait peut-être commencer, Maurice Wolf, si vous le voulez bien, par revenir brièvement sur les élections municipales qui se sont achevées il y a quelques semaines. La victoire de Jean-Claude Gaudin, le sénateur maire ici à Marseille. Alors, quel message ce résultat envoie-t-il ici aux entreprises marseillaises? Le message que ce résultat envoie aux entreprises marseillaises, souvenez-vous Elsa, quand Jean-Claude Gaudin et d'autres d'ailleurs ont fait cette campagne, ils affirmaient très clairement une priorité économique. Donc ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire, et vous m'aviez posé la question il y a un petit mois de ça, maintenant il faut des actes derrière cette priorité économique. Jean-Claude Gaudin avait proposé une idée extrêmement intéressante qui parlait de conseil économique du maire, c'est-à-dire finalement comment est-ce que tous les jours, les numéros 1 du monde économique, les numéros 1 de nos élus travaillent ensemble pour qu'effectivement le territoire, la ville de Marseille soit de plus en plus attractive. Donc ça c'est une bonne idée, maintenant faisons-le. J'ai presque envie de dire chiche, faisons-le. Oui, chiche, c'est très à la mode en plus, donc ça serait bien. Mais c'est vrai qu'on attend, puisque les adjoints n'ont pas encore été nommés, enfin en tout cas ils seront nommés demain, les délégations un petit peu dans la foulée, je pense dans les jours qui suivent. Donc on attend un personnage qui connaisse aussi le terrain, qui recueille cette délégation de l'économie. Et puis qu'il soit à l'écoute, Elsa. C'est-à-dire qu'on voit bien notre pays traverse un moment difficile, on sent tous et on le sait, et je pense que l'on est prêt aux fameuses réformes, faisons-les, on en a tous besoin, mais faisons-les ensemble. Et faisons-les ensemble d'abord parce qu'elles seront beaucoup plus faciles à accepter, mais aussi parce qu'elles seront beaucoup plus pertinentes. On voit bien que si on met des murs entre nous, on n'arrivera pas à avoir cette pertinence dans les propos, cette pertinence dans les décisions, et donc finalement travailler ensemble autour d'un conseil économique du maire, c'est la première fois qu'on en parle, hein. Absolument. C'est une bonne idée, c'est une bonne chose, faisons-le. Rendons à César ce qui est à César. De toute façon, c'est un sujet qui était transversal, quel que soit le parti politique. Oui, qui était transversal, quel que soit le parti politique. Et d'ailleurs, pour vous dire à quel point il est transversal, Guy Tessier, qui a gagné la communauté urbaine, dit finalement exactement la même chose. Quand vous l'écoutez, il dit deux choses. Il dit... L'économie est prégnant, prenons un véritable axe économique. Et lui, il a en tête ces enjeux de faire des économies sur la collectivité locale parce que, et Valls l'a d'ailleurs affirmé il y a 48 heures, il faut faire des économies sur nos collectivités locales. Et en plus, il dit maintenant, préparons la métropole. Donc, il a clairement un axe économique. Et là aussi, le monde économique que je représente ce matin se tient vraiment à la disposition de nos élus pour travailler ensemble. Surtout cette métropole, ça va venir très très vite, hein, moins de 2 ans, donc il va falloir retrousser ses manches. Alors justement, vous évoquiez le discours de notre Premier ministre, Manuel Valls, récemment nommé, qui à l'Assemblée nationale s'est exprimé ce mardi. Ça ne vous aura pas échappé, on en écoute un extrait. Doit s'engager pour l'emploi. C'est une initiative novatrice dans un pays comme le nôtre. Notre pays doit apprendre à oser ces compromis positifs et créatifs. Les divergences d'intérêts existent, elles ont toujours existé. Il ne s'agit pas de les effacer, mais de les dépasser pour l'intérêt général. C'est ça la modernité. Donc c'est bien d'actes dont il s'agit, l'envie d'entrer d'entrer au combat, d'aller au combat. Alors si on prend les différentes mesures annoncées qui font plaisir aux entreprises, peut-être d'abord commencer par la proposition d'abaisser l'impôt sur les sociétés. Il y a beaucoup de choses dans tout ce qu'a dit Manuel Valls, et votre extrait le montre, un ton, une énergie différente, donc clairement une rupture. Donc ça fait plaisir. C'est une très bonne chose, on a besoin de ça et le pays a besoin de ça, le monde économique a besoin de ça. Donc effectivement, Manuel Valls dit beaucoup de choses. Vous allez sur un des sujets de fiscalité et effectivement, parce Manuel que ça Valls... concerne vraiment les sociétés, mais quand on parle d'une réduction de cet impôt sur les sociétés, on en parle pour 2020. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que il a dit beaucoup de choses. Il y a des choses sur le coût du travail, il y a des choses sur la fiscalité, il y a des choses sur le pouvoir d'achat pour les salariés. Absolument. Il y a des choses sur la réforme territoriale. Certains parlent de Big Bang territorial. Mais en même temps, il a dit plein de choses qui sont une vraie ligne économique. Il a affirmé énormément de choses finalement qui étaient dans les tuyaux avec les prédécesseurs. Par contre, il les finalise. Mais le monde économique, qu'est-ce qu'il attend? Il attend des actes derrière ça. C'est-à-dire que
Par définition, on fait confiance à l'élu qui nous représente et qui véritablement a ce discours pro-entreprise, mais en même temps des actes. Faisons très attention, Elsa, à ce calendrier qui est quand même lointain. Vous parliez tout à l'heure de la fiscalité, cet impôt sur les sociétés. Il dit qu'il va enlever cette fameuse surtaxe qu'il a mise sur les grands groupes, on va dire les choses simples. Et après, en 2020, il dit qu'il faut baisser l'impôt sur les sociétés et il se met comme objectif 28%. Juste une image, Elsa, pour bien montrer l'importance de ça. D'abord, 2020, c'est loin. Attention à ce planning lointain. Mais en même temps, agir sur l'impôt sur les sociétés, c'est important parce que quand finalement nos investisseurs décident d'aller sur notre pays, décident d'aller sur notre territoire, qu'est-ce qu'ils regardent? Des choses qui sont visibles immédiatement de loin. Bien sûr. Taux d'impôt sur les sociétés, nous sommes le champion européen du taux d'impôt sur les sociétés. Et donc, si effectivement nos investisseurs reconnaissent une attractivité, une capacité à savoir faire les choses en France, une innovation, des gens qui sont bien formés, ils reconnaissent aussi un taux d'impôt sur les sociétés qui est beaucoup plus haut qu'avant et beaucoup plus haut qu'ailleurs. Mais alors c'est quoi, Maurice Wolf? C'est de la communication? Non, j'oserais pas dire que c'est de la communication, c'est un ton différent, une énergie différente, des messages passés aux entreprises. Il dit très clairement qu'il faut faire confiance aux entreprises. Il dit très clairement que si nous voulons renverser cette courbe du chômage, il faut absolument donner cette capacité aux entreprises d'être beaucoup plus rentables, d'investir, d'aller chercher des marchés nouveaux pour aller embaucher derrière. 14 ans, 16 ans devant nous, ça fait quand même très loin. Enfin, je veux dire, on va pas attendre, on se sera écroulé certainement, quoi. L'économie se sera écroulée d'ici là. Vos propos ont beaucoup de sens. C'est-à-dire que si effectivement on reconnaît tout ce qu'il a dit, si effectivement on reconnaît le changement de ton, attention au calendrier et attention aux actes. C'est peut-être pour pas effrayer non plus ceux qui s'opposeraient à ces mesures. Alors, il a parlé d'un SMIC à zéro charge, ainsi que la réduction de 1,8 point des cotisations familiales sur les salaires qui sont supérieurs à 3,5 fois le SMIC. Donc ça, évidemment, je pense que vous l'avez aussi accueilli favorablement. On l'a accueilli favorablement, on est clairement dans notre baisse du coût du travail, mais laissez-moi rappeler une chose, Elsa. 2011, depuis 2011, c'est 30 milliards de charges supplémentaires sur le monde économique. Et finalement, avec les mesures que vient d'affirmer Manuel Valls, il retire ces 30 milliards au monde économique. Donc en réalité, on est face à un aller-retour. Il faut le saluer, mais n'oublions pas ce qui a été fait sur les 3 dernières années. Et laissez-moi dire une chose, Elsa, qui est extrêmement importante. Le calendrier est lointain, donc faisons attention. Les entreprises, pour avoir confiance, ont besoin d'actes concrets, de mesures immédiates. Alors, qu'est-ce qu'il y a de concret, d'immédiat ? Aujourd'hui, il y a un ton qui est là. Il y a effectivement cette baisse du coût du travail, ce zéro charge dont vous parlez. Oui. Voilà. Il est acté entre 2015 et 2016. Donc ça, c'est rapide. Ça, c'est bien. Mais laissez-moi dire une chose, Elsa. Si on veut financer tout ça, il faut parler de la baisse de la dépense publique. Et là, par contre, très honnêtement, et tout le monde le dit, il n'a pas été au rendez-vous là-dessus. Il a dit des choses en disant on va baisser de 50 milliards, sauf que je dis 2 choses, Elsa. Avec tout ce qu'il a annoncé, et tout le monde le sait, c'est pas 50 milliards qu'il faut faire, c'est beaucoup plus que 50 milliards. Évidemment. Et en plus, il est resté dans son aspect de gros paquet pour expliquer les 50 milliards, et donc la feuille de route, nous l'avons pas. Et donc pour avoir cette confiance, nous avons besoin absolument de comprendre quelle est cette feuille de route, parce que s'il annonce énormément de choses qui sont importantes pour le monde économique, mais qu'il ne peut pas le financer, derrière, il se passera quoi? Soit ces mesures ne donneront rien, il se passera rien, soit on le financera avec de l'impôt supplémentaire. Donc soyons extrêmement vigilants. Là, c'est inquiétant, en effet. Alors, la réforme quand même importante qu'il a annoncée, et on s'y attendait pas de la même façon, c'est supprimer les conseils généraux, et puis aussi réduire de moitié les régions. Et ça a quand même fait beaucoup de bruit, même si c'est une évidence, on va éviter un gaspillage des deniers publics. Alors là, effectivement, si je disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de choses dans le tuyau, ça honnêtement, on s'y attendait pas. Et y compris les élus de la majorité comme les élus de l'opposition. Parce que sur ce Big Bang territorial, certains éditorialistes le reprennent comme ça aujourd'hui, ils parlent effectivement de réduire les régions, de diviser par 2 les régions, mais là, le calendrier est lointain aussi. Il parle de supprimer les conseils généraux, mais là, le calendrier est encore beaucoup plus lointain. Il dit aussi qu'il faut remettre à plat cette carte des intercos. Finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que l'on connaît ici à Marseille, dire que finalement, c'est la métropole qui doit être la dimension la plus pertinente. Je pense qu'il veut le généraliser à l'ensemble du pays. Oui. Et finalement, la mesure la plus concrète dont il a parlé sur ce Big Bang territorial, c'est cette fameuse suppression de la compétence générale. Absolument. Vous savez, cette compétence générale, ces intercos finalement peuvent tout faire.
Elles interviennent toutes sur les mêmes choses. Surtout, il y a un enchevêtrement des compétences et puis bon, bien sûr un gaspillage d'argent. Par exemple, il y a des responsables de la culture dans toutes ces au conseil général, au conseil régional, à la mairie, et en fin de compte, il y a un éparpillement de l'argent également. Il y a un éparpillement de l'argent, et puis quand le monde économique a besoin effectivement de s'adresser à la collectivité locale, elle ne sait plus où aller. Elle ne sait plus à qui s'adresser. C'est complètement illisible. Donc finalement, dans ce Big Bang territorial, le plus concret et le plus immédiat qui pourrait être fait assez rapidement, c'est cette suppression de la compétence générale. Et ça, il faut le faire parce que c'est un message qui est passé, qui est important, et là aussi, c'est une source d'économie. Donc, ce sont quand même des signaux qui ont été envoyés fort aux entreprises. Maintenant, comme vous le dites, vous êtes confiant, mais vous voudriez des actes. En fait, ce que vous attendez aujourd'hui, c'est des actes. Et pourtant, à gauche, on reproche beaucoup à ce gouvernement et au président de la République d'avoir une politique pour plaire au MEDEF. C'est pas une politique pour plaire au MEDEF. C'est une politique de l'offre. C'est-à-dire qu'on est passé d'une politique de la demande à une politique de l'offre. Et c'est, j'en suis sûr, un sentiment, une conviction qu'ont nos élus, finalement, quel que soit le bord politique, que si nous voulons retrouver le dynamique, si nous voulons absolument que notre pays s'en sorte, il faut faire confiance au monde économique, il faut travailler avec le monde économique. Tous les élus, qu'ils soient de droite ou de gauche, disent maintenant, c'est pas nous qui créons l'emploi, c'est vraiment les entreprises qui créent l'emploi. Et ils ont bien compris que pour que les entreprises créent l'emploi, il faut absolument qu'elles retrouvent de la rentabilité, qu'elles retrouvent cette capacité à se développer. Et si effectivement on continue à lui mettre des fardeaux fiscaux sur la tête, ça ne se fera pas. Alors ici, à l'UPE 13, on ne reste pas les bras croisés en attendant. Il y a beaucoup d'actions à travers notre territoire. Alors tout d'abord, déjà ce soir, il y a réinventer la croissance, c'est le titre exact. Donc à Aix, avec des partenaires sociaux nationaux, parlez-nous de ce qui pourrait se dire, de ce qui va s'échanger pendant ces débats. Alors, finalement, cette AG sur le territoire d'Aix ce soir qui se passe sur le siège du Crédit Agricole à Aix-en-Provence, c'est en pleine actualité. Finalement, réinventer la croissance. Ce soir, on pourrait dire deux choses très simples. Il faut absolument créer un paysage pro-croissance, c'est-à-dire se dire, mettons les ingrédients pour qu'effectivement cette croissance soit présente. Baisse du coût du travail, fiscalité, simplification, baisse de la dépense publique. Tout ça est entre les mains d'un gouvernement. Tout ça est entre les mains du gouvernement. Mais c'est aussi de dire qu'il faut absolument descendre la décision le plus près des réalités de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les partenaires sociaux doivent trouver des choses innovantes, doivent trouver des accords pour que cela fonctionne. Et le message que passe Philippe Corsia, qui est le patron du territoire d'Aix sur le PE 13, dit finalement, si nous voulons réinventer cette croissance, oui, il y a un paysage pro-entreprise que nos élus doivent bâtir avec nous, mais c'est aussi une responsabilité que l'on a, nous, sur le terrain, dans nos entreprises, de trouver les bons accords, de trouver les choses innovantes pour que les choses vraiment impactent le monde économique et pour que cette attractivité soit là et que nos entreprises grandissent. Donc c'est un vrai message qui est passé ce soir. Donc ce soir, c'est une assemblée générale sur le territoire d'Aix-en-Provence et l'idée justement, c'est de redonner confiance aux entreprises en mettant en avant ce qui va faire repartir cette croissance. Exactement. Et tout le monde d'après ce que vous venez d'expliquer, tout le monde a sa part de responsabilité, chacun peut agir. Exactement. Dans le monde de l'entreprise, voilà. Et puis il y a une autre date importante, ce sera le 14 avril et cette fois-ci ce sera à Aubagne. Et j'ai bien aimé le titre de cette rencontre, Ma boîte, ma banque, mon business. L'idée c'est de donner des solutions pratiques aux difficultés qui sont rencontrées chaque jour par les TPE et PME. Comment ça va se passer? Racontez-nous un petit peu ça. Alors c'est le 15 avril. Le 15, par contre j'ai le 14. Pas de souci, c'est le 15 avril, ça se passe sur la Ciotat et je rappelle juste une chose, Elsa, on le sait. C'est tout faux alors sur ce dossier. On le dit pas assez, mais finalement, le monde de la TPE-PME, c'est 97% des entreprises de notre territoire. C'est-à-dire que c'est extrêmement important de mettre ce paysage pro-entreprise en place, ce dont on parle, mais c'est aussi extrêmement important d'aller sur les réalités de nos entreprises TPE-PME qui tous les jours se battent pour leur carnet de commandes, qui tous les jours se battent pour qu'effectivement les collaborateurs travaillent au mieux dans l'entreprise, qui tous les jours travaillent avec leur banque parce que le partenaire essentiel d'une TPE-PME, c'est sa banque. Donc ça veut dire qu'il faut absolument expliquer à notre banquier où nous en sommes, expliquer à notre banquier où nous voulons aller. Parce qu'on ne le dit pas suffisamment, mais c'est vrai que quelquefois on ne comprend pas bien la décision de notre banquier, qui tout à coup nous a refusé quelque chose, qui tout à coup ne comprend pas notre business plan. On se dit mais c'est pas possible, le banquier fait pas son job. Mais j'ai envie de dire, peut-être que le banquier fait pas son job, mais peut-être que nous non plus, chefs d'entreprise, nous faisons pas suffisamment notre job en expliquant pourquoi nous allons sur ce marché, en expliquant pourquoi nous voulons nous développer, en expliquant pourquoi nous passons par de la tension
attention et que donc il faut faire quelque chose, mais je l'explique à mon banquier. Donc c'est vraiment dire que la TPE, la PME qui veut se développer, qui doit effectivement prendre des parts de marché supplémentaires, elle travaille en duo avec son banquier. Et il faut absolument rentrer dans des relations bancaires, j'ai envie de dire, où on a aussi, nous, chefs d'entreprise, une part de responsabilité, où on doit lui expliquer où nous allons. Et en général, les relations se passent mieux dans ces cas-là. Donc cette rencontre, c'est aussi pour expliquer aux TPE et PME comment pouvoir mieux s'expliquer face à son banquier, mieux donner les bonnes informations pour que le banquier fasse confiance et qu'on marche d'un même pas. C'est exactement ça. Avec en plus, il faut le savoir, alors c'est très technique, mais le banquier vous le dit très clairement, beaucoup de choses ont changé dans l'univers bancaire. Bien sûr. Des choses techniques qu'on appelle BAL 3. Alors je vais surtout pas rentrer dans les détails, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le banquier, effectivement, quand il nous accompagne, il est plus exigeant vis-à-vis de nous. Et donc quand il est plus exigeant vis-à-vis de nous, ça veut dire que non seulement on doit, nous, TPE, PME, comprendre cette exigence et y répondre. Donc ça veut dire que ce duo dont je parle entre la TPE, la PME et son banquier, elle est de plus en plus prégnante et elle le sera de plus en plus pour les entreprises de petite taille de notre territoire. Donc il faut s'y préparer. Donc le mieux, c'est de les préparer. On termine sur un sujet totalement différent. On va parler de la procédure de class action. On écoute Benoît Hamon, puisque la loi s'appelle la loi Hamon, c'était en février dernier. On l'écoute nous expliquer tout ça. Mais à cette étape, nous considérons qu'il faut mettre en place une procédure qui indemnise des centaines de milliers de consommateurs des préjudices économiques du quotidien. Ces préjudices pour lesquels vous n'irez jamais intenter une action en justice parce que c'est trop long, ça vous demande trop d'énergie et vous êtes certain que ces pots de terre contre pots de fer, vous allez perdre. Moi, ce que je ne souhaite pas, c'est que cette rente économique constituée par un certain nombre de grands groupes, qui justifie d'ailleurs qu'ils combattent l'action de groupe, que cette rente économique, elle passe pas des groupes vers les cabinets d'avocats. L'objectif, c'est d'indemniser les consommateurs et d'ailleurs de redonner un tout petit peu de pouvoir d'achat à travers ces mesures-là. Et c'est pour ça que nous avons voulu poser ce garde-fou, faire en sorte que les associations de consommateurs, elles sont 16 agréées, puissent être les seules à porter ces actions de groupe et être en capacité de permettre à des consommateurs, là encore, d'obtenir réparation du préjudice subi. Alors on a expliqué en quoi ce que concernait cette procédure de class action, mais vu de l'entreprise, quel est l'intérêt ? Je pense que moi je suis extrêmement vigilant sur cette class action. Je suis très honnête avec vous, qu'effectivement le consommateur doit pouvoir se retourner contre l'entreprise parce qu'il a un préjudice. Ça, je peux comprendre parfaitement. La difficulté, c'est que les propos de Benoît Hamon ne disent pas tout. Quand vous parlez de Benoît Hamon, il vous dit effectivement les grands groupes, soit a priori où ils gagnent beaucoup d'argent, c'est normal que le consommateur puisse s'attaquer si effectivement il a vécu un préjudice. Je dis à Benoît Hamon, faites attention parce qu'en réalité il parle de grands groupes, mais la TPE-PME est forcément touchée. Bien sûr. Ça veut dire que si on regarde le texte dans son détail, on comprend quoi? On comprend qu'effectivement 16 organismes qui représentent les consommateurs peuvent attaquer effectivement une entreprise. Et pour ça, il suffit qu'il y ait 1, 2 ou 3 consommateurs qui effectivement sollicitent ces associations de consommateurs. Donc je dis, faisons attention. C'est groupé, ce sont toujours des actions groupées. C'est exactement ça, c'est des actions groupées. N'oubliez pas ce que l'on dit, on le dit à plusieurs reprises à votre micro, Elsa, on a besoin absolument de confiance. Est-ce que ce type de mesure va rétablir la confiance dans les entreprises? Pratiquement à l'encontre, parce il y a malheureusement aussi des gens procéduriers, donc je veux dire c'est le risque couru, mais c'est toujours porté par une association de consommateurs. C'est le cas en France, ouais. Ici, voilà. Ça n'est pas porté. C'est quand même une garantie. Je suis d'accord, c'est d'ailleurs la différence avec d'autres classes actions, notamment aux États-Unis, où ça n'est pas nécessaire que ça soit porté par ces 16 organismes dont parle Benoît Hamon. Mais ça n'empêche que je dis quand même, attention, ça peut toucher de la TPE-PME. Attention, on a absolument besoin de confiance pour retrouver la croissance et pour retrouver l'emploi. Ça ne va pas dans ce sens. Ce genre de mesure, ça ne va pas dans le bon sens. Et j'ai envie de vous dire, pour revenir sur les propos de Manuel Valls, là où effectivement on sent que Manuel Valls est vraiment en rupture par rapport à son prédécesseur, j'espère qu'effectivement quand il lancera toutes les mesures concrètes annoncées il y a 48 heures, qu'on n'aura pas de débordement de sa majorité, qu'on n'aura pas de débordement de ses ministres qui, quand son Premier ministre est en train de remettre la France sur le droit chemin, un autre ministre travaille sur ce genre de test qui effectivement va à l'encontre. Il s'est bien encadré quand même cette fois-ci avec des gens qui le soutiennent, en tout cas pour la plupart, et ça devrait normalement aller dans le même sens. En tout cas, c'est l'image que ça donne. C'est en tout cas pour l'instant l'image que ça donne, donc certainement des actions auprès des TPE, des PME pour leur expliquer comment faire face à cette procédure. Comment faire face à cette procédure, s'y préparer. Et forcément, c'est pas simple parce que n'oublions pas, Elsa, c'est quoi la vie d'un TPE et d'un PMiste tous les jours. Faire en sorte que le carnet de commandes soit toujours là le mois prochain, dans les 6 mois, dans un an. Que l'argent rentre. Que l'argent rentre. Faire en sorte effectivement que les collaborateurs qui travaillent, n'oublions pas, nos entreprises sont toutes petites. Bien sûr. Faire en sorte que les collaborateurs s'y travaillent, se sentent bien, travaillent
pour le client. Je dois gérer ma relation avec la banque, hein, c'est ce dont on va parler au bagne. Et puis tout à coup, je comprends que je peux être aussi attaqué à travers cette classe action. Mince, en termes de confiance, on donne pas les bons messages, quoi. Absolument. Merci beaucoup Maurice Wolf pour toutes ces Merci précisions. On se retrouve le mois prochain, mais en attendant, vous restez avec nous pour terminer ce journal. Votre agenda culturel, en partenariat avec le magazine Sortir Marseille-Provence, l'agenda culturel des Bouches-du-Rhône. Alors on va se retrouver ce soir à l'Alcazar, enfin à 17h30. Alors Maurice, ça c'est pas votre spécialité. Est-ce que vous savez ce que c'est une flûte cavale? Ah non, c'est pas ma spécialité, vous avez raison. Alors c'est une flûte des Balkans. Voilà, je l'ai appris. Moi non plus, je savais pas, j'ai cherché. Et cet après-midi, donc à 17h30, Isabelle Courroy prendra sa flûte cavale pour nous charmer avec un très joli concert. Elle sera accompagnée de Bruno Allary à la guitare. Vous voulez en savoir plus? 04 91 55 90 00. Du côté de Martigues, au théâtre des Salins, on retrouve Gauthier Capuçon, violoncelliste, pour un concert où on pourra réentendre des morceaux choisis de Beethoven, Schubert ou Debussy. C'est à 20h30 ce soir. 04 42 49 02 00. À Aix, du côté du jeu de pommes, on va retrouver la fosse suivante ou le fourbe puni. Marivaux, donc à 20h30, 08 2013 2013. Pour les plus petits, la compagnie du Funambule vous donne rendez-vous pour un spectacle de marionnettes pour les 1-3 ans, donc les tout petits. Ça s'appelle Gazon Gazouille et c'est à 10h, 04 91 25 94 34. La Criée ouvre sa scène à Shakespeare, la comédie des erreurs, c'est à 20h30, 04 91 54 70 54. Du côté de Toulon, au Zénith Oméga, on retrouve le Lac des Cygnes avec le ballet orchestre du Bolchoï de Minsk. C'est à 20h, 04 94 22 66 77. Enfin, pour terminer, à l'Institut culturel italien, on vous propose une conférence, l'Accademia di Venezia, par un critique italien historien de l'art de l'Académie des Beaux-Arts de Venise. Je vous rassure, c'est en français. C'est à 18h. Vous appelez le 04 91 48 51 94. Il va faire très très beau aujourd'hui avec des températures entre 10 et 21 degrés. Profitez-en, mais ça devrait de toute façon continuer comme ça. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Donc on a décidé de faire confiance à ce Premier ministre. Donc on a envie de vous dire à tous, be happy. Exactement. Voilà, on sépare avec cette musique qu'on entend partout, mais qu'on entend avec beaucoup de plaisir. Vous allez voir, ça va nous mettre à tous beaucoup de baume au cœur. Et puis c'est vrai qu'il y a plein de petits films, de petites vidéos qui circulent. Par exemple, il y en a une sur Marseille. Je ne sais pas si vous les avez regardées. Ouais, tout à fait. Et ça fait plaisir à regarder. Regardez, vous verrez, c'est très sympa. Ça fait passer un très bon moment. En tout cas, merci à vous tous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous lundi prochain pour votre journal régional, puisque chaque vendredi, vous le savez, c'est le magazine en direct d'Israël Sababa que vous retrouvez à 8h30. On se retrouve bien sûr jusque-là pour tous nos rendez-vous de ce jeudi. Moi, je vous donne rendez-vous lundi matin, même heure, même endroit. Vous pouvez nous écouter où que vous soyez, tout simplement en cliquant sur le www.radiojm.fr. Et pour le journal économique, on se donne rendez-vous le mois prochain. Merci Maurice Wolf. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci Steve. On vous dit Shabbat Shalom. À lundi. Might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go, bring me
CJM 90.5 FM, votre partenaire efficace. Avec Voyage Paradis, profitez de nos meilleures promotions pour vos voyages en Israël. Pour votre séjour à Jérusalem, Tel Aviv, Natania ou Eilat et toutes les villes d'Israël, nous vous proposons des tarifs aux meilleures conditions. Renseignez-vous toujours auprès de Voyage Paradis et nous vous conseillerons. Voyage Paradis, ce sont des circuits en Israël au départ de Marseille tous les dimanches. Voyage Paradis, c'est le Club Med partout dans le monde. Voyage Paradis, c'est aussi des croisières au départ de Marseille à des prix jamais vus. Consultez toujours Voyage Paradis, vous aurez toujours les meilleurs prix et les meilleures conditions. Voyage Paradis 04 91 37 58 00. Voyage Paradis 98 rue Paradis, Marseille 6e. Voyage Paradis avec la compagnie El Al, le premier et le meilleur choix pour Israël. Voyage Paradis, toujours imité, jamais égalé. Le groupe scolaire Ganami, jardin d'enfants et jusqu'en terminale, vous informe du lancement de sa campagne d'inscription 2014-2015. Dossier téléchargeable sur notre site internet www.gan-ami.com. Informations également sur notre application Android iPhone ou au 04 96 10 08 50. Place limitée.